Bonsoir, messieurs et dames, merci de nous rejoindre à ce 20h sur True TV. Rendez-vous d'information dont voici les titres. 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Une marche a eu lieu ce jeudi pour que le dossier voie son dénouement en 2021. Nous reviendrons sur les différentes activités qui ont marqué cette commémoration. Et puis Côte d'Ivoire, la campagne électorale est ouverte depuis ce matin 15 octobre. Au RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir, la jeunesse active pour investir le terrain. Encore une fois, merci de nous suivre. Nous le disions en titre, ce jeudi 15 octobre 2020 marque les 33 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, leader de la révolution d'août 83 au Burkina Faso. Le président du Faso, Roch Kaboré, a procédé cet après-midi à un dépôt de gerbes de fleurs au site du mémorial Thomas Sankara, cérémonie à l'issue de laquelle le président a appelé les populations, notamment les jeunes, à incarner les valeurs et idéaux défendus par Thomas Sankara. Les propos sont recueillis par Maxime Jean-E de Bambara. Les héros, on ne peut jamais effacer leur nom. On a beau gommer, ils sont toujours présents dans le cœur et dans l'esprit des peuples. Et aujourd'hui, Thomas Sankara n'est pas simplement une propriété du Burkina Faso. C'est une propriété de tous les peuples africains, de tous les peuples qui sont émus épris de liberté. Et je pense qu'il est tout à fait normal que ce soit avec beaucoup d'émotion, beaucoup de rappels historiques, que nous marquons d'une pierre blanche ce premier dépôt de gerbes, je dirais, au niveau du mémorial. Je voudrais également profiter de l'occasion pour féliciter et saluer tous les responsables du Comité international du mémorial Thomas Sankara. Il a fallu beaucoup d'audace, beaucoup, je dirais, de détermination pour arriver à ce que nous voyons aujourd'hui. L'État a accepté effectivement de concéder le site de concert de l'Entente pour faire le mémorial. Il s'agit aujourd'hui, je dirais, à la dimension de nos moyens de faire en sorte que ce mémorial soit un lieu de passage, un lieu d'information sur ce qu'a été l'homme, sur ce qu'il a fait, sur sa philosophie. Et je crois que c'est à cela que nous devons nous atteler tous, parce que, quoi qu'il soit, nous ne pouvons à jamais, je dirais, enlever le nom de Thomas Sankara dans l'histoire du Burkina Faso. Là, nous devons comprendre au niveau des Burkinabés que ce qu'il a voulu montrer d'essentiel, c'est que autant nous voulons être indépendants, autant nous devons affecter des sacrifices sur nous-mêmes pour pouvoir avancer. Tant qu'on ne fait pas de sacrifices, on ne pourra pas avancer. Et je crois que c'est ça qui est l'aspect essentiel et ça nous interpelle tous, chacun en ce qui le concerne et au niveau des responsabilités que nous assumons. Le comité du mémorial Thomas Sankara, composé de 33 personnes pour ce 33e anniversaire de la mort du capitaine, a battu le pavé du mémorial qui porte son nom à la justice militaire. C'était ce matin. Objectif, remettre une déclaration afin de demander justice pour le père de la Révolution et ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Au sortir de la rencontre, le comité dit avoir espoir que le dossier verra un dénouement en 2021. Nadine Zongo. Ils étaient au nombre de 33 pour symboliser le 33e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 83. Tous vêtus avec des t-shirts à l'effigie de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, pancartes en main, ils ont battu le pavé du mémorial Thomas Sankara à la justice militaire pour remettre la déclaration du comité du mémorial Thomas Sankara au procureur militaire. Dispositif sécuritaire oblige, seuls 5 membres de la délégation ont eu accès aux locaux de la justice militaire. Vérité et justice pour Thomas Sankara, voici ensemble le contenu du message transmis. Le peuple exige la justice et la vérité. L'attente a duré. L'attente a trop duré.
C'est pourquoi nous crions aujourd'hui, trop c'est trop. À quand le procès? Car 33 ans, ce n'est pas 33 mois, ce n'est pas 33 jours. 33 ans, c'est plus qu'une génération. L'âme de Thomas Sankara, l'icône mondiale de la lutte en faveur de la veuve et de l'orphelin. Champion du combat pour la justice aux côtés de l'exploité, de l'opprimé et des laissés pour compte, les âmes de Thomas Sankara et de ses compagnons attendent de se reposer. C'est une exigence sacrée de justice qui nous invite, qui nous impose à l'occasion de cette commémoration de joindre nos voix à celles des familles des victimes, des héritiers de Thomas Sankara, des révolutionnaires de par le monde pour dire trop, c'est trop. Jugez le dossier Thomas Sankara et jugez-le maintenant. Après un échange à huis clos, les 5 représentants ressortent plus ou moins soulagés. Selon eux, l'espoir de voir le dossier Thomas Sankara être jugé est permis. Le dossier est prêt. Le dossier est en train d'être ventilé aux différentes parties. Ils espèrent que le procès s'ouvre en début d'année 2021. Nous avons ressenti de l'espoir et cette marche, on peut dire qu'elle est concluante. Voilà ce que nous avons eu comme réponse en synthèse. Je rassure parce que nous avons échangé et nous avons montré des dossiers bien prêts, même donné des exemples de transmission, des dates de transmission des dossiers. Nous avons un grand espoir qu'à partir du début d'année 2021, le dossier Sankara va s'ouvrir. Dans le cadre du dossier Thomas Sankara, plus d'une vingtaine de personnes ont été inculpées à ce jour. Parmi ces personnes, on retient Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré et Yacine Kafando. Dans le cadre de la commémoration de l'assassinat du père de la révolution burkinabé, le comité mémorial Thomas Sankara a organisé une sortie terrain dans la ville garnison de Pau, une ville qui a accueilli Thomas Sankara et ses commandos. Les caravaniers, composés d'anciens collaborateurs, militaires comme civils, en compagnie des jeunes, sont allés sur les traces de Thomas Sankara. Tour à tour, il a été visité le centre de commandement de Pau et l'ex-centre national d'entraînement commando, des sites pour la plupart mis en place par Thomas Sankara dès son arrivée à Pau avec ses hommes en 1975. Michael Tougri. Thomas Sankara était un chef qui voulait être toujours aux côtés de ses hommes, explique le soldat Alexis Zongo. Dans ce centre de commandement de Pau, voici où dormait Thomas Sankara, à l'époque lieutenant. L'officier Sankara, selon les explications du soldat Zongo, a refusé une villa de 6 pièces dans la ville de Pau. Son dortoir, là il n'y avait pas cette porte-là, il a posé le lit comme ça, et avec le matelas, une place, moustiquaire, son seau, serviette, et puis sa savonnière, c'est là, et quitte là, et quand il finit, voilà son bureau. Terminé. De l'autre côté, c'est l'administration. De l'autre côté, c'est la prison que j'ai fait. Je vous ai dit que j'ai fait une minute de retard, j'ai fait 9 heures de prison. Et derrière là, c'était la maisonnette de Whittle, à ciel ouvert. C'est là-bas, il se douchait. Et là, il n'y avait pas cette fenêtre. Il y avait une fenêtre comme ça, mais en contreplaqué. On avait coulé les pointes. C'est-à-dire que souvent, quand il y avait un vent contraire et il y a la pluie, l'autre fenêtre par là, et il est là couché. Mais pourtant, il avait loué une villa. L'armée avait loué une villa de plus de 6 chambres qui est sur le de Rodrou. Un lieu chargé d'histoire pour les hommes de Thomas Sankara et la nouvelle génération. Pour la mémoire collective, le mémorial Thomas Sankara a décidé, à travers cette sortie sur la ville garnison de Pau, de marcher sur les pas du père de la révolution burkinabé. L'état d'abandon dans lequel se trouve ce centre de commandement de Pau n'est pas de nature à sauvegarder les traces de Sankara, déploie Alexis Zongo. C'était un film. Si tu as vécu quelque part, quand tu passes, tu vas le coin, c'est un film pour toi. Tu sais ce qui s'est passé. Tu peux dire là où tu étais, qu'est-ce que tu as fait. C'est comme ça, c'est normal, c'est propre. Bon, c'était un site qu'on devrait me garder, et jalousement, bon, pour faire un truc historique, quoi. Voilà, c'est tout. Je vous dis que je vous parie que hier, quand je suis venu, je suis passé, je n'ai pas le compte de PC. Et tout de suite, quand nous sommes arrivés, j'ai garé ma voiture. Bon, je n'ai pas su que c'était le PC. Moi, j'étais soldat à son temps. J'ai passé première classe en 1977, au retour de la formation commando au Maroc, là. Nous avons été très heureux de nous retrouver sur ces lieux combien historiques. Et surtout d'échanger avec des anciens commandos du président Sankara, qui ont été avec lui dans les années 1974, 1975, 1976, et qui nous ont donné de très belles histoires de patriotisme
et d'engagement révolutionnaire. Alors, c'est dire qu'aujourd'hui est un jour mémorable. Joie pour la population de Pau, joie pour les militaires de la localité, joie pour le comité international mémorial Thomas Sankara. Mais avant le centre de commandement de Pau, le point de départ de cette visite sur les traces de Thomas Sankara a commencé ici sur cet tas de ruines que représentait l'ancien haut-commissariat. Un site choisi par Thomas Sankara pour entreposer le matériel militaire. Une visite qui s'est achevée dans la ville garnison de Pau par la découverte de l'ex-centre national d'entraînement commando SNEC mis sur pied par Thomas Sankara et rebaptisé sous la transition au nom du père de la Révolution. Thomas Sankara, dans la ville de Pau, allait au-delà du chef militaire qu'il était. Homme de dialogue, le capitaine était le lien entre les soldats de l'ex-centre national d'entraînement commando SNEC et les populations de Pau. Et l'un des conflits que Thomas Sankara a pu éviter reste celui de l'histoire du puits. Il s'agit de l'un des points d'eau où militaires et civils se ravitaillaient, mais les commandos ne voulaient pas se soumettre à la règle pourtant simple du premier arrivé, premier servi. Pour les militaires, la règle qui vaille, c'est d'abord les soldats et la population après. Allons à la découverte de ce puits historique situé dans le secteur 6 de Pau avec un témoin, Apekira Gomgimbu, et notre reporter Michael Tougri. L'histoire entre la population de Pau et les soldats de l'ex-centre national d'entraînement commando SNEC a été souvent émaillée d'incidents. L'un des incidents qui a dû faire intervenir Thomas Sankara reste cette altercation entre les populations et les soldats autour de ce point d'eau. Tout est parti de la volonté des commandos de s'imposer à cette population. Et chaque fois qu'ils arrivaient, ils s'en foutaient de l'ordre. Les femmes ne supportaient plus ces caprices-là. Donc elles se sont décidées de se rendre justice en demandant aux militaires de s'aligner et d'attendre leur tour. Ce que, naturellement, n'était pas acceptable pour eux. Donc les femmes aussi ont musclé les bras et disent aujourd'hui, ça ne se passera pas. Thomas Sankara, informé de la situation tendue entre les populations et les soldats, effectue le déplacement sur le site du point d'eau, à cette époque le seul à fort débit dans la ville de Pau. Sur les lieux, il trouve une population qui manifeste son ras-le-bol et Thomas Sankara est obligé d'intervenir pour concilier les deux parties. Il a trouvé les femmes en gesticulation, en you-you et tout. Il a calmé la situation, il a cherché à comprendre. Et c'est ainsi donc qu'il a tenu un discours conciliant en disant aux femmes, ce sont vos enfants, ils sont venus dans le cadre d'une mission de sécurisation donc, du pays, et notamment ses habitants, dont vous. Alors je regrette cet incident malheureux de par leur mauvaise conduite. Mais désormais, quand ils viendront, ils prendront leur rang. Et je demande qu'on fasse table rase, parce que vous ne pouvez pas refuser de l'eau à vos enfants. Et aussi, ils ne peuvent pas vous faire la force parce qu'ils sont venus vous trouver avec votre puits. Cette question d'accès à l'eau potable dans la ville de Pau sera alors un défi pour Thomas Sankara. Il rend compte à sa hiérarchie militaire, puis ensuite au président Lamizana. À la suite de cette intervention de Thomas Sankara auprès de sa hiérarchie, la ville garnison de Pau est en chantier pour la réalisation de forages et d'adduction d'eau par l'Office national de l'eau à cette époque. Thomas Sankara, l'humain, ce n'est pas lié au reportage que nous venons de voir. C'est le titre du film documentaire du réalisateur et journaliste Richard Tiéné. Il retrace le combat du père de la Révolution au Burkina Faso. L'avant-première du film a eu lieu ce jeudi 15 octobre au Ciné Burkina, en présence du ministre de la Culture et celui de la Communication, Maxime Jean-Eudes de Bambara. Des activités marquant le 33e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution burkinabé, c'en est une. La projection du film Thomas Sankara, l'humain, du jeune réalisateur Richard Tiéné et son équipe se veut un bel hommage rendu au capitaine Thomas Sankara, assassiné au Conseil de l'Entente le 15 octobre 1987. Un film documentaire de 2h30 minutes, riche en témoignages sur le parcours et les actions du révolutionnaire en tant qu'humain, c'est-à-dire un homme avec ses qualités et ses défauts, mais également un homme sociable et engagé pour le bien-être de son peuple. L'humain parce que un homme est susceptible de commettre des erreurs. Donc Sankara, il était un bon président. En 4 ans, il a réalisé pas mal de choses, mais il y a eu des erreurs qui du reste ont été
Des erreurs qui du reste ont été évoquées par certains témoignages que vous avez suivis. Humain aussi, parce que le terme ici est polysémique. Humain aussi parce qu'il était affable. Quand on dit de quelqu'un, vous êtes humain, ça veut dire que vous comprenez les autres. Vous avez un sens du partage, du sacrifice de soi. Vous concédez des choses par rapport aux autres qui sont dans le besoin. Vous êtes engagé pour la cause des autres. Donc vous êtes quelqu'un d'humain. C'est les deux sens au fait qu'il faut voir. À en croire l'auteur, une dizaine de personnes ont travaillé sur ce film réalisé non sans difficulté. La principale difficulté étant le manque de moyens financiers. Déjà, quand vous décidez de produire un film de ce genre et que vous dites je n'ai pas besoin de financement extérieur pour qu'on me dicte une ligne éditoriale, dites-vous que ce n'est pas financièrement simple. Voilà. Donc nous avons décidé que ce film-là sera produit en toute indépendance. Il n'y a eu aucune, mais personne n'est venu me dire enlever telle tranche, c'est 100% pensé par nous. Et vous avez vu l'équipe, c'est des jeunes. Et ça a été réalisé, produit 100% par nous, burkinabés. Du côté des cinéphiles qui n'ont pas marchandé leur présence à l'avant-première de ce film documentaire, l'œuvre est à saluer à sa juste valeur et contribue à cultiver la jeunesse sur la période révolutionnaire. C'est vrai, il y a encore beaucoup d'interrogations dans ce que nous avons vu. Bon, certaines personnes ont préféré, à mon avis, critiquer parce que ils n'étaient pas d'accord avec ce qui se faisait. Voilà. C'est à ce niveau que peut-être que... Mais je voulais inviter les intellectuels burkinabés à être plus honnêtes, à dire exactement ce qu'ils savent. Parce que certains ne doivent pas mourir avec certaines informations. Personne n'a le droit de mourir avec les secrets d'un État. Ce n'est pas intéressant. Et par rapport à ce film qu'on vient de voir, j'ai pu découvrir pas mal d'anecdotes et j'ai pu aussi découvrir qu'il y a certaines vérités qu'on connaissait qui ont été tantôt démenties. Et donc moi je pense que autant de films sont faits sur Thomas Sankara, autant on prend du plaisir à les regarder parce qu'à chaque fois on apprend beaucoup sur la personne. Le lancement de ce film documentaire sur le parcours du natif de Tema-Bokin dans le Passoré, le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara, a connu la présence effective du ministre de la Culture et celui de la Communication. Après cette première projection, le réalisateur se dit ouvert aux critiques et propositions pour améliorer la qualité du film avant de le mettre à la disposition des chaînes de télévision nationales. Thomas Sankara toujours a fait du consommant local le fer de lance du développement endogène. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a organisé en cette journée de jeudi la cérémonie de célébration du consommant local. Cette célébration, il faut le préciser, entre dans le cadre du mois du consommant local dans l'espace UEMOA. Et au cours de ce rendez-vous, le ministre en charge du Commerce a dévoilé le logo dont les produits locaux seront estampillés pour leur commercialisation dans l'espace UEMOA et au-delà de ses frontières. Mamie Triana Kamambou. Voici l'image de l'identification unique qui doit désormais figurer sur les produits burkinabés. Dévoilé lors de la célébration du consommant local, ce logo permettra d'accroître la compétitivité des produits locaux et leur valeur marchande dans l'espace UEMOA et au-delà. Ce symbole vise également à lutter efficacement contre la contrefaçon et la concurrence déloyale. Un identifiant unique, c'est quelque chose qui permet donc de distinguer, d'identifier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres produits qui vont venir d'ailleurs, mais au moins nous pouvons identifier nos produits et c'est mieux pour le consommateur quand il va dans un rayon, quand il va dans un endroit, qu'il sache effectivement que c'est du Made in Burkina que j'ai envie d'acheter, qu'il sache que ça vient de l'espace UEMOA. Je pense que ce qui est en train d'être fait dans tous les pays de l'UEMOA, ça va permettre donc d'identifier nos produits. C'est un élément donc pour se distinguer, hein, pour se différencier si vous voulez. Donc c'est un peu ça. Donc à la fois un logo, mais derrière, c'est de la qualité qu'on est en train de rechercher. La recherche de la qualité dans la promotion et la commercialisation de produits locaux reste une priorité pour le gouvernement burkinabé. Et à l'occasion de cette célébration qui entre dans le cadre du mois de consommation local dans l'espace UEMOA, le ministre du Commerce a dressé le bilan de commandes en produits locaux faites par les structures publiques. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'à travers l'axe 3 du PNDS et sur la vision de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, que nous puissions avoir une politique de consommation locale qui a permis aux politiques
qui a permis aux structures publiques de consommer jusqu'à 425 milliards donc, en termes d'achat de nos produits. Je pense que tout ça réuni aujourd'hui et magnifié de cette manière, il n'y a pas meilleure façon donc, de booster et d'être content donc, du travail qui a démarré. Les sillons sont tracés, il faut continuer donc, à se battre dans ce sens. À cette célébration du consommation local, le ministre du Commerce et ses collaborateurs de l'espace UOMOA ont invité l'ensemble de la population à changer leurs habitudes de consommation en mettant à l'honneur les produits du terroir. Dépôt de gerbes de fleurs à la place de la Nation dans le cadre de la commémoration de la journée du tirailleur africain célébrée le 15 octobre de chaque année. Objectif, reconnaître et saluer l'engagement et l'exemple de ceux qui ont contribué à la libération de la France entre autres. Ce cérémonial à Ouagadougou s'est déroulé en présence du ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Chérif Ossi, Raketa Bilgo et Corinne Savadogo pour le reportage. Par ce geste, c'est un hommage qui est rendu aux anciens combattants et surtout ceux qui sont tombés sur le champ de bataille. Il marque également l'un des temps forts de la célébration de la journée du tirailleur 2020. Ce cérémonial était le lieu pour le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de rendre un hommage et saluer la bravoure de ces milliers de soldats voltaïques qui se sont battus sous le drapeau du colonisateur de la Première Guerre mondiale à la guerre d'Indochine, en passant par la Seconde Guerre mondiale. À tous, je voudrais souhaiter que vous ayez une pensée pieuse, parce que c'est un devoir de mémoire, à l'endroit de tous les dévanciers. Donc, je vous demanderai, chacun selon sa conviction, d'avoir un moment de recueillement à l'endroit de tous ceux qui sont partis et qui nous ont laissé en tout cas ce symbole de dignité, de bravoure dans le combat pour la liberté. Ceux qui étaient à l'honneur étaient bien évidemment les anciens combattants venus pour commémorer la mémoire de leurs frères d'armes tombés au combat pour la liberté. Les dirigeants, c'est ce que nous leur demandons, de penser encore aux anciens qui ont beaucoup donné sur les différents théâtres de prévention. En ce moment, ils ont besoin de soutien. Beaucoup sont âgés, ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin de vivre de meilleures conditions de vie. Vous savez que la personne âgée en ce moment, différentes pathologies de la guerre. Alors donc si cet aspect-là est pris en compte pour le tenir longtemps en vie, ça serait une bonne chose. Notons que cette commémoration a été organisée par l'Association unique des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre. Cette journée du tirailleur a été commémorée pour la première fois au Burkina Faso en 2009. Le 15 octobre de chaque année est aussi commémorée la journée mondiale du lavage des mains avec pour objectif principal de sensibiliser un maximum de personnes sur les conséquences d'une mauvaise hygiène des mains, un combat que mène également l'ONG IRC Burkina Faso qui d'ailleurs a lancé le 1er septembre dernier une campagne dénommée Mains propres, bonne santé, une campagne qui se veut également une réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus. Plus de précisions avec Adam Sraled Ouetraogo. Mettre en évidence l'importance du lavage des mains au savon tout en le faisant paraître comme un geste simple et efficace pour empêcher la propagation des maladies dont le Covid-19, c'est tout le sens de cette campagne Mains propres, bonne santé. Une initiative portée par IRC Burkina et ses partenaires qui vise surtout à ancrer chez les populations l'habitude de se laver les mains en transformant cette corvée quotidienne en routine aisée. Et pour la réussite de cette campagne, IRC peut compter sur ses ambassadeurs de bonne volonté, eau, hygiène et assainissement. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté, eau, hygiène et assainissement, j'ai placé mon mandat sous le signe de la relance des activités socio-culturelles et socio-économiques. Et pour ce faire, j'ai mis en place ce que nous appelons la team Mains propres. C'est des hôtesses et des stewards que nous avons formés à la technique du lavage des mains à l'eau et au savon et aussi à celle du lavage des mains
avec des solutions ou des gels hydroalcooliques. Nous les avons sensibilisés pour qu'à leur tour, elles puissent sensibiliser dans les lieux de réjouissance, dans les lieux de rassemblement, notamment les concerts et les spectacles. La sensibilisation passe également par diverses activités interactives, spécialement conçues pour les écoliers. Il s'agit notamment d'outils visuels pour faire comprendre la contamination des mains et les meilleures pratiques en matière de lavage de mains. Et pour que le message passe, il faut adapter la communication à la cible. Et l'objectif premier, c'est d'inculquer les valeurs hygiéniques aux enfants. Voilà, vous-même vous le savez, laver les mains donne la bonne santé. Voilà, que ce soit les enfants comme les adultes, voilà, ça donne la bonne santé. Donc, je suis là pour appuyer encore la sensibilisation dans les établissements, vu que les enseignants ont déjà été formés pour la campagne. Lancée le 1er septembre 2020, cette campagne de sensibilisation sur le lavage des mains couvre les villes de Ouagadougou et de Banfora sur une durée de 6 mois. Et pour marquer d'une pierre blanche la date du 15 octobre, consacrée Journée mondiale du lavage des mains, IRC Burkina annonce une série d'activités qui sont entre autres une cérémonie de remise de kits de lavage de mains, des prestations artistiques et un cross populaire. À quelques jours de la rentrée académique 2020-2021, les étudiants de l'université Aube Nouvelle ont eu un échange direct avec les premiers responsables de l'université et le corps professoral, cadre qui a permis de dévoiler le calendrier universitaire pour cette année et prendre les préoccupations des étudiants. C'était dans la matinée de ce jeudi à Ouagadougou, le reportage de Fatimata Nikema. Le lundi 19 octobre 2020, les étudiants de l'université Aube Nouvelle prendront le chemin du campus. Mais avant cette rentrée académique, ces étudiants ont eu droit à un face-à-face avec les premiers responsables de l'université. Un cadre qui a permis aux responsables de l'université de dévoiler le calendrier académique 2020-2021 et de prendre ensuite les préoccupations des étudiants. C'est une tradition à l'université Aube Nouvelle, chaque fois avant la rentrée, nous rencontrons les étudiants par niveau, les encourager, les souhaiter la bienvenue, et accueillir aussi les nouveaux qui viennent de nous rejoindre et rappeler les règles de discipline et les exigences de l'université Aube Nouvelle, ce que nous attendons des étudiants. Vous le savez, nous sommes une université privée et dont notre exigence est très élevée. Dans l'optique d'assurer une bonne année académique au sein de l'université Aube Nouvelle, des dispositions ont également été prises afin que les étudiants respectent les consignes édictées par les responsables de l'université dans ce contexte de la pandémie à coronavirus. Alors cette année, la rentrée de 2020-2021, c'est vraiment sur le signe toujours de l'espoir, de l'espérance et de l'assurance qualité permanente. Et donc, vous avez constaté, les étudiants sont tous enthousiastes. En tout cas, l'administration, nous sommes prêts pour garder à l'esprit ce souci permanent qu'est la Covid-19. Au sortir de cette rencontre avec l'administration de l'université, les étudiants se disent confiants quant à la prise en compte de leurs différentes préoccupations. Et plusieurs questions ont notamment été donc posées, notamment l'aspect des travaux pratiques. Voilà, au niveau des filières techniques, il y a l'aspect du parking, il y a l'aspect des TD, il y a l'aspect de la session et tout. Et je pense que et des partenariats de l'université, les débouchés pour les différents étudiants. Et je pense que l'ensemble de ces questions-là ont eu réponse qui, à mon avis, satisfaisante. Pour cette année académique 2020-2021, l'université Aube Nouvelle innove. Elle a mis en place un comité spécial chargé de prendre en compte les inquiétudes des étudiants afin de les transmettre à l'administration. Elle prévoit aussi des campagnes de sensibilisation sur la consommation de la drogue. Toujours pour le compte de cette nouvelle année académique, Aube Nouvelle annonce l'ouverture effective de la filière des ingénieurs en génie électrique et télécom.
Côte d'Ivoire, la campagne électorale a été ouverte officiellement ce jeudi 15 octobre au RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, parti au pouvoir. La jeunesse s'active pour investir le terrain. Ils ont reçu leur feuille de route hier mercredi au Palais de la Culture de Treichville. Le président ivoirien Alassane Ouattara ouvre sa campagne avec la jeunesse au cours d'un meeting prévu pour le samedi prochain 17 octobre à Yopougon. Et dans la tête de certains Ivoiriens, cette élection demeure incertaine à la date indiquée. Yamba Kabri, notre correspondant permanent à Abidjan. La jeunesse du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se met en ordre de bataille pour vendre le projet de société du candidat Alassane Ouattara aux populations ivoiriennes. C'est l'objet de la rencontre des structures de jeunesse avec le directeur central des campagnes chargé de la jeunesse, le ministre Mamadou Touré. Je dis qu'il y aura un meeting jeune le samedi à Yopougon, à la place Figayo, le samedi à partir de 6 h du matin. Et pour ce meeting, nous attendons 100 000 jeunes. Ces leaders de jeunesse se sentent donc investis par une feuille de route très claire. Pour vous dire que la jeunesse ivoirienne, au-delà de la politique, veut magnifier, n'est-ce pas, un individu, un homme qui a beaucoup apporté, n'est-ce pas, dans l'amélioration des conditions de vie des jeunes en termes d'insertion, de financement des projets. Nous sommes très bien placés pour en témoigner. C'est-à-dire des jeunes qui sont attachés foncièrement au développement de la Côte d'Ivoire et qui veulent que la Côte d'Ivoire chaque jour puisse aller de l'avant. Des jeunes qui ne sont pas dans des actions qui ramènent la Côte d'Ivoire en arrière, mais qui veulent aider, qui veulent pousser la Côte d'Ivoire à avancer, tel que le président de la République nous a mis sur le chemin. J'invite toute la jeunesse dans le Côte d'Ivoire à ce grand meeting de Figayo qui ne doit pas être raconté. Vous savez, la vie est évolutive. Quand il y a 5 ans, il y avait des jeunes qui n'étaient pas encore jeunes, ça veut dire qu'ils étaient des adolescents. Il y a 10 ans, il y en avait encore qui étaient encore des adolescents. Donc, il y a toujours de nouveaux défis. Le président a pour objet, dans sa logique depuis tout le temps, tous ces jeunes qui sont en Côte d'Ivoire, de leur trouver de l'emploi, de la formation qualifiante, etc. C'est ce qu'il a fait toujours, et au-delà des jeunes, pour toute la population ivoirienne. Tous y rassurent qu'il y aura bel et bien élection le 31 octobre 2020. Notre rencontre nous a permis donc d'analyser la situation et donc de prendre l'option de nous organiser, de mobiliser tous les jeunes pour que ces élections-là aient lieu et surtout dans un climat apaisé. Nous allons apporter notre contribution pour que cette élection ait lieu dans un climat apaisé et aucun Ivoirien ne soit empêché d'aller voter. Et puisqu'on sait qu'en face, certains sont en train de réfléchir sur comment obstruer le processus électoral. Je saisis l'occasion pour lancer un appel à tous les jeunes que les gens manipulent à longueur de journée, qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection pour ce 31 octobre 2020. Il y aura bel et bien une élection pour ce 31 octobre 2020. Nous demandons à nos jeunes de ne pas écouter cette désinformation, de ne pas écouter justement tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. Le président de la République nous a rassurés et nous leur demandons d'être en ordre de bataille pour cette élection et pour que notre candidat gagne au soir du 31 octobre 2020. La campagne électorale est officiellement ouverte ce jeudi 15 octobre et prendra fin le 29 octobre prochain. C'est la fin de ce 20h que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme se poursuit sur TruTV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.